Salut à tous, le podcast XTEM Live numéro 7 vous emmène dans le désert. Gaz. Je roule à moto.com. La moto dans tous ses états. Jean-Louis Quérel, notre invité, est un incroyable baroudeur qui, à 18 ans, traversait déjà la France à moto, mais son rêve, c'était les dunes du Paris-Dakar. Il nous raconte aujourd'hui comment le rêve est devenu réalité. Alors, la moto, c'est une longue histoire. J'ai découvert la moto quand je devais avoir moi mes 15-16 ans, dans le quartier où j'habitais en fait. Il y avait des motards, mais c'était tout début des années 70, et c'est des premières motos type BSA, Norton, et les tout premiers 4 pattes Honda qui sortaient. Et donc tout gamin, moi, j'ai flashé complètement sur la moto, voilà. Hein. Donc c'est un petit peu l'histoire du Joe Team qui commence à ce moment-là, quoi. Hein, le Joe Team n'existait pas encore, mais on s'est très vite retrouvé dans le Joe Team par rapport aux images que moi sur lesquelles j'ai flashé quand j'avais 15-16 ans, quoi. Alors, il y a une question qui m'intéresse, est-ce que vous aviez déjà cette âme de voyageur avant, ou est-ce que c'est la moto qui l'a déclenché, qui l'a suscité chez vous? Difficile à répondre rapidement comme ça. Je pense qu'au fond de moi, il y avait une âme de voyageur, puisque avant même de faire de la moto pour de vrai, j'envisageais déjà de partir barouder avec une Renault 4L dans le désert, avant même que le Paris-Dakar existe. Je ne sais pas d'où ça vient, tout ça. Si, je pense savoir, en fait. J'ai un grand-père, je suis breton d'origine, breton dans l'âme. J'ai un grand-père qui a baroudé sur les océans, sur des bateaux à voile. J'ai mon père qui était marin pendant 25 ans, qui a fait plusieurs fois le tour du monde dans la marine. Et je pense que je dois avoir des gènes de voyageurs et de baroudeurs. Voilà, un petit peu pour répondre à la question de la notion du voyage. Ça me semble évident. Mais est-ce que... Voilà. Alors justement, quel a été votre premier voyage à moto et dans quelles conditions vous êtes parti? Parce qu'il faut que les auditeurs de ce podcast se rendent compte que on parle d'une période donc il y a 30-40 ans, c'est ça, où le monde était aussi différent et où on pouvait voyager certainement plus librement qu'aujourd'hui. Tout à fait. Alors le tout premier voyage moto se fera en Yamaha AT1, c'est un trail, le premier trail Yamaha. Magnifique moto bleue que j'avais acheté le jour de mes 18 ans, je pense. Donc Yamaha AT1, sur lequel j'ai jeté, j'avais pas de sac de couchage, une couverture, un bidon d'huile pour le mélange de temps, un bidon d'essence pour faire la réserve. Et j'ai traversé la France par les petites routes tout seul, avec une molette, une pince multiprise et un marteau dans la sacoche à outils. Oui. Je suis parti rejoindre mes parents qui étaient en Bretagne, voilà. Donc sur un coup de tête comme ça, je suis parti un matin et je suis arrivé en pleine nuit 12 heures plus tard. Voilà, ça c'était mon tout premier voyage moto. Et c'est déjà dans ma tête, j'avais des yeux d'aventurier. Pour moi, traverser la France sur une petite 125 en 75, 76, ça avait déjà un petit côté d'aventurier parce que on n'a pas pris l'autoroute forcément, on n'avait pas trop d'argent, on n'avait pas de carte bancaire dans la poche, donc il fallait partir avec un petit peu de cash, on n'avait pas de GPS, il fallait prendre la bonne carte Michelin, s'arrêter de temps en temps pour regarder là où on roulait, préparer l'itinéraire, trouver les stations essence puisqu'on avait très peu d'autonomie sur les motos. Et puis voilà, donc ça c'était le premier trip moto dont je me rappelle vraiment très très bien. Mais alors, justement, Jean-Louis, quand j'écoute votre description, j'ai la sensation qu'aujourd'hui, en 2017, ce type d'aventure n'est plus possible en raison de ce que j'appellerais la professionnalisation de l'amateurisme. On a la sensation qu'aujourd'hui, même le kidam moyen s'équipe comme un pro pour faire de 200 km, quoi. Vous n'avez pas un peu cette sensation? Oui, tout à fait. Effectivement, profusion de matériel et dans la société dans laquelle on vit, on peut tout acheter assez facilement
et s'équiper très facilement de GPS, de toutes sortes d'applications sur les smartphones qui nous font savoir que telle station à tel kilomètre réserve un hôtel en ligne, tatati tatata. Ça c'est vrai. C'est vrai que cette notion est différente. Mais malgré tout, le voyageur, enfin le baroudeur, le gars qui a envie de barouder, trouvera toujours possibilité de se créer un petit peu d'adrénaline en choisissant lui-même sa manière de voyager. Je veux dire que il y a des gens qui auront besoin d'un hôtel forcément pour s'arrêter ou d'organiser tout ça. D'autres vont partir un peu à l'aventure et s'arrêter dans une petite auberge, voire même pour les plus baroudeurs d'entre nous, se prendre la tente, une mini-tente sur le porte-bagages de la moto, s'arrêter dans un petit camping, voire s'arrêter dans un petit endroit tranquille, dans une ferme, et poser tente et sac de couchage et passer une soirée tout seul ou avec des amis au coin du feu. Donc c'est chacun qui se fait son voyage en fait. Il y a pas, oui, c'est ça. On n'est pas condamné à voyager d'une certaine façon. On peut retrouver une certaine authenticité. Alors continuons sur vos voyages après cette première traversée de la France. Quels ont été vos autres périples, parce qu'on peut vraiment employer ce mot dans votre cas. Oui. Alors il y aura un break de quelques années, puisque étant musicien professionnel et gagnant très très peu d'argent. Vous jouez de quel instrument, excusez-moi? Je suis musicien. J'étais batteur, chanteur, et après je suis devenu voilà. Donc étant musicien professionnel, la vie de musicien n'étant pas toujours très facile financièrement, j'ai fait un break de quelques années. Mais comme toute passion revient tout le temps à la charge, un jour en 1982, en discutant avec un ami bassiste, j'avais d'ailleurs découvert les premières images du Dakar, je lui faisais part de mon sentiment de me racheter une moto, et on a parlé de Yamaha 500 XT, et forcément comme la Yamaha 500 XT était la moto idéale pour partir barouder puisqu'elle avait gagné plusieurs Dakar, je me suis racheté dans les 2 mois qui suivaient une 500 XT. Pour la petite anecdote, cette moto-là, ayant très peu d'argent, j'ai racheté cette moto à un militaire qui partait en Outre-mer. J'ai été le voir, je lui ai proposé 10 chèques de 1000 francs et j'ai acheté cette moto à crédit sans aucune garantie financière de part et d'autre, quoi. D'accord. Donc c'était des choses qui existaient très, très facilement. J'ai fait 10 chèques de 1000 francs, je suis parti avec la moto. Et j'ai roulé une bonne année avec. Voilà, donc avec cette moto, j'ai fait quelques petits barouds en France tranquille, la route de Napoléon, des petites balades entre amis. Mais l'appel du désert était très profonde et le Dakar m'avait déjà très profondément marqué. Et la magnifique Ténéré 600 bleu et jaune me faisait des gros clins d'œil. Je suis racheté cette magnifique moto avec laquelle je suis parti faire mon premier voyage initiatique en 1985. Je suis parti sur les traces du Dakar jusqu'à Tamanrasset. Et ça, c'est une vraie histoire qui a marqué tout le reste de ma vie. Alors pourquoi est-ce que quand vous dites initiatique, il y a presque un côté spirituel dans cette entreprise? Le désert d'ailleurs favorise la méditation et le retour peut-être à une vision un peu plus simple de la vie. Racontez-nous. Ah oui. Quand on est le kidam, quand on regarde la télévision, quand on lit des revues, on s'identifie toujours un petit peu à nos idoles, enfin nos idoles ou les gens qui nous font rêver. Et moi, en parcourant tous ces livres, en regardant tous ces reportages à la télévision, je voyais tous ces aventuriers là qui partaient sur le Dakar et qui vivaient des choses absolument incroyables. Et moi, dans ma petite tête, j'avais envie de ressentir tout ça. N'ayant pas un grand niveau de pilotage, n'étant pas un mécanicien hors pair non plus, hors de question pour moi de me lancer dans une aventure de compétition. Mais l'appel de l'aventure était quand même tellement forte que, en trouvant une petite annonce sur Motojournal, je me suis inscrit à un raid organisé qui partait donc du 6 au 26 novembre 1985. Nous sommes partis avec 3e aventure sur les traces du Dakar, donc via la Tunisie. Effectivement, ce voyage représentait énormément de choses pour moi et
toujours le doute, c'était de est-ce que le rêve va coller à la réalité. Et c'est la question que j'allais vous poser. Ouais. Entre le côté paillettes et brillant de la télévision, est-ce que vous vous y êtes retrouvé? Alors, ça c'est toujours le côté, je vais pas dire angoissant, mais un peu stressant de ces découvertes. Oui. C'est que est-ce que nous-mêmes, est-ce que l'individu sera en mesure ne sera pas déçu de ce qu'il va retrouver en face de lui, est-ce qu'il sera capable d'aller dans cette aventure, de la vivre, puisque parce que c'est jamais tout facile que d'aller barouder dans le désert comme ça, quoi. Et là effectivement, j'ai vécu de grands et de beaux moments, et il a fallu que je m'adapte et que je me mette en phase avec tout ça. Si on devait extraire une carte postale de cet itinéraire à travers le désert, un moment très fort que vous n'oublierez jamais, ce serait quoi? Il y a déjà quand on fait un voyage, il y a un ensemble de choses qui composent ce voyage. Il y a déjà la préparation du voyage. J'ai voyagé, préparer le voyage, c'est déjà voyager un petit peu. Oui, puisque avant même de partir, il faut préparer la moto, préparer les affaires, réfléchir un petit peu à tout ça, prendre des contacts, avoir des avis. Et déjà, rien que cette période de préparation au voyage, elle est intense, elle fait partie déjà du voyage. Voilà. Après, c'est la rencontre avec les premiers. C'est quand on descend sur Marseille, quand on arrive au port de Marseille et qu'on voit un petit peu le bateau qui va vous amener en Afrique, puisque c'est la première fois que je posais aussi mes pieds et mes pneus en Afrique, au Maroc et en Tunisie, là ou en Algérie. On arrive déjà dans le bateau et c'est un monde complètement étrange, puisqu'il y a plein de choses qu'on n'a jamais vues, des véhicules qu'on n'a jamais vus. C'est tous nos amis du Maghreb qui retournent chez eux avec leurs voitures chargées comme des mulets, des voitures qui fument, des ambiances de pays qu'on n'a pas l'habitude, des odeurs aussi, tout ça. Donc première image, c'est ce bateau-là. C'est le bateau sur lequel on embarque, où on se sent tout petit au milieu d'une population dont on ne connaît pas les us et coutumes, quoi. Voilà. Et le réveil dans le désert? Alors après, mais ce cheminement, il se fait doucement. Il se fait doucement puisqu'après on traverse, il y a la traversée qui prend 36 heures, on arrive à Tunis. En Tunis, on est en Afrique, et puis là, il pleut. Là, je suis très déçu parce qu'il pleut. Oui. Mais oui, mais bon, on est au mois de novembre, ils peuvent très bien pleuvoir dans ces pays. Mais ça, on ne sait pas, puisque la vision de nous, qu'on a de chez nous, on a l'impression qu'il fait toujours beau là-haut. Et puis après, avant d'arriver dans le désert, il y avait encore 2000 km de route à faire, puisque le désert, il est loin des côtes de Tunisie. Alors, on va rouler encore pendant 2-3 jours sur le bitume. Et puis là, il y a les images, les habitations, les gens qui changent. Et puis tout doucement, les dunes de sable apparaissent. Et ça, c'est la première vraie image, les vraies dunes qu'on voit pour de vrai. Alors là, on s'arrête, on pose la moto sur sa béquille, et puis on fait le tour à 360 degrés autour de la moto, et tout autour, il y a du sable et des dunes. Et ça, j'ai des photos encore, et je les regarde chaque fois avec émotion, parce que c'était mes premières dunes, les premières langues de sable, et ça reste un souvenir impérissable. Et au niveau il y a le premier pilotage, vous avez eu des surprises dans le pilotage? Oui, parce que c'est un grand moment de solitude, on va dire, parce que puisque dans la tête, après avoir roulé 2000 km sur les routes et sur les bordures de sable, on se dit ça y est, voilà, je suis un rallyman, je suis un grand baroudeur. Et puis quand on arrive les vraies premières pistes de sable, je parle même pas de traverser dunes, parce que ça, à l'époque, on n'a pas fait, on est resté que sur des pistes de sable et des pistes de cailloux. Là, il faut apprendre à gérer le pilotage et la conduite de la moto. Et quand c'est la première fois, on ne sait pas, il faut rouler debout sur le pose-pied, il faut tirer sur le guidon, il faut garder toujours un petit peu de vitesse, il faut passer par-dessus l'appréhension qu'on a, il faut avoir aussi une certaine technique, une certaine force physique aussi, puisque ça demande un petit peu de force. Et les premières dizaines de kilomètres sont très pénibles, puisque moi je pars comme un poireau, assis sur la selle, les pieds qui pédalent gauche-droite, la main
la main gauche sur l'embrayage. Au bout de quelques instants, l'embrayage commence à fumer. Et là, on se dit, on va jamais y arriver, quoi. Alors, comment on s'en sort de ça? Ah ben, comment on s'en sort? On pose la question à ses collègues les gens qui sont avec moi sont déjà un peu plus aguerris. Et puis j'ai dit, mais c'est comment tout à l'heure? Tout à l'heure c'est pareil. Mais après c'est pareil. Et demain après c'est pareil. Et là on apprend. Et c'est là que le rêve doit coller à la réalité. C'est qu'il faut se transposer dans la réalité et sortir de son rêve et se dire, bah voilà, j'y suis pour de vrai. Alors Jean-Louis, tu te mets debout sur l'air pose-pied, tu tournes la poignée dans le bon sens, tu lèves ton cul et tu accélères. Ouais. Et puis on a peur, et puis plus ça va, plus on maîtrise, moins on a peur, et puis à un moment, on commence à avoir un peu de technique et ça permet de rouler. Et puis après, le voyage se déroule beaucoup plus facilement, sans grosse frayeur, puisqu'il faut toujours garder une grosse marge de sécurité. Il ne faut pas partir sur ce genre de voyage bille en tête et comme la tête brûlée, puisque la piste aura vite fait de rappeler à l'ordre, et j'aurai d'ailleurs une belle gamelle qui me sonnera bien, qui tordra un petit peu la moto, mais qui sera mon premier et dernier avertissement et qui me permettra surtout par la suite, pendant les 20 ou 30 ans qui suivront, cette première gamelle me servira de limite et d'étalon. D'accord. Et sans me faire mal, j'aurais pu j'ai quand même fait un beau soleil par-dessus la moto, j'ai explosé la visière du casque, explosé un petit peu la plateforme de la moto, ça a fait crack dans mon dos. C'est simplement une simple vertèbre légèrement déplacée qui m'a fait souffrir tout le reste du voyage, mais ça aurait pu se terminer bien plus dramatiquement que ça. Alors vous êtes arrivé à Tamanrasset quand même? Alors bien sûr, mais ça je me suis pris la pelle là, c'était aux alentours d'Ilizy, et Ilizy c'est encore... en fait il faut savoir que la boucle Marseille, Tunis, El Oued, Tougourt, Assi Belguebourg, Assi Messaoud, Ilizy, Janet, Tamanrasset et l'entour, c'est une boucle de 6000 km. Hein. On a mis à peu près 20 jours pour faire cette boucle-là. Wow. Donc on arrive à Tamanrasset, en passant par l'ermitage du Père de Foucault, là, à la Fécrème, qui est un haut lieu, c'est perdu dans les montagnes, c'est un paysage lunaire, et des photos magnifiques, d'ailleurs qu'on peut voir maintenant sur le net facilement. Donc on monte à la Fécrème, l'ermitage du Père de Foucault, c'est une petite cabane en pierre, dans lequel avait décidé le Père de Foucault de mener retraite. Voilà. Donc c'est un lieu hautement symbolique que tous les baroudeurs passaient. C'était au milieu de rien, vraiment au milieu de rien du tout. Donc on a fait une halte là. On ne peut pas dire qu'on s'est recueilli, puisque le côté religieux n'apparaît pas nous dans nos manières de voir les choses. Mais quand on se retrouve dans cet endroit là, perdu au milieu de rien, au milieu du désert, il y a une dimension quand même sur le toit du monde, on est presque. Il y a une dimension quand même philosophique qui ressort. Voilà. Mais quand on a fait un voyage aussi fort en émotion, est-ce que le risque après c'est de ne jamais réussir à les rééprouver ailleurs? Est-ce que par la suite dans votre vie vous avez réussi à atteindre ce niveau d'émotion à nouveau sur d'autres destinations? Bonne question, oui, en fait. Oui, tout à fait. Alors, c'est sûr que ce voyage initiatique m'aura marqué tout le reste, mais il m'aura servi aussi de détonateur pour la suite de mes baroudes. Alors, la suite de mes baroudes, en fait, il y en aura quelques-uns d'autres. Donc, je partirai toujours faire un grand tour d'Espagne, un grand tour du Portugal. Alors, toujours avec des mini-structures, des petites équipes d'une dizaine de personnes, toujours avec une petite assistance 4x4, qui permettent de laisser les bagages de la moto qui nous suivent et de rouler léger, donc d'être très libre de nos mouvements et de se faire plaisir aussi en termes de pilotage, puisque le voyage c'est de la découverte des régions, la découverte des gens, les rencontres avec des collègues de voyage, mais c'est aussi le plaisir de piloter une moto, ou un engin d'ailleurs. Donc moi, mon choix, il a été guidé toujours par un petit peu des one-shots comme ça d'une quinzaine ou 3 semaines de jours, et de laisser mes bagages dans un véhicule et de pouvoir rouler au roadbook, le nez au vent, de découvrir les pistes un petit peu comme ça. Tout à fait. Donc ça, alors, Jean-Louis, oui. vous avez par la suite
dû renoncer à la moto temporairement parce que vous aviez créé une famille, donc vous avez dû switcher, comme on dit en anglais, pour une voiture, pour voyager avec votre famille. Mais depuis peu, vous avez de nouveau ressenti l'appel de la moto. Mais avant de nous dire ce que vous vous apprêtez peut-être à faire, ou les projets que vous avez en tête, quelle est la différence substantielle dans un voyage en voiture et un voyage à moto? Oui, alors pour faire rapide, effectivement, donc dans les années 90, la famille, les enfants sont devenus grands, donc il y a possibilité de les prendre en voyage avec. Donc tout en continuant à faire un petit peu de moto en local ici dans la région, personnellement, on achète un 4x4 et puis on jette des boîtes de conserve et des sacs de couchage dans la voiture, et là on va se promener au Tunisie, au Maroc, en Libye, on va faire des grands voyages, on met même des quads sur le toit de la moto du 4x4 pour les enfants, et puis on va se balader. Alors ça c'est super bien, on découvre plein de choses, on rentre vraiment dans les dunes, on apprend aussi à naviguer, à se servir des GPS et tout ça c'est super bien. Mais manque toujours un petit peu d'adrénaline comparativement à la moto. Donc très rapidement, je passerai aussi au côté compétition moto et auto, pardon. Et toujours avec les images du Dakar, donc pas capable de faire un Dakar en moto, mais peut-être de faire une compétition en auto. Donc on fera avec mes collègues, on montera un team et on fera 3 rallyes de Tunisie en 2000, 2001, 2003 et 2 rallyes Shamrock en 2001 et 2005. Et on terminera toujours, on finira comme des bons amateurs, on terminera 20e, 36e, 7e et 10e sur ces rallyes. Voilà, ça c'est de la parenthèse 4x4. Donc le voyage tranquille pour vous, c'est pas possible, si j'ai bien compris. Il faut qu'il mais en fait, oui, parce que tous les sentiments, tout l'adrénaline qu'on ressent en moto, il est difficile de les ressentir en auto, puisque le cadre n'est pas du tout le même. Donc pour toujours aller un peu plus loin, on a voulu faire, on a fait de la compétition. C'était très bien, ça coûtait beaucoup d'argent, et puis voilà. Et puis avec en point d'orgue, me disant bientôt fin de ma carrière professionnelle, je vais pouvoir partir avec mon gros Toyota, rôder sur les pistes du Mali, Niger et descendre jusqu'à Dakar, qui était mon rêve. Malheureusement, avec les événements géopolitiques qui se passent depuis quelques années, c'est totalement impossible et dangereux. Oui. Donc le bilan, le constat s'impose, impossible de partir en 4x4, je revends le 4x4, ni une ni deux, c'est décidé en très peu de temps, et je me rachète une moto. Voilà. Et alors, quelle est votre prochaine destination? Parce qu'un homme comme vous ne peut pas rester sédentaire. Ah non. Donc alors la moto autour de France avec ma petite femme, par les petits chemins, toujours un petit tout-terrain et des amis. Et là la boucle sera bouclée. Je ne peux pas qu'elle se boucle trop vite, mais début d'année dernière, je me suis racheté une Ténéré 34L modèle 1985. Je me suis racheté une vieille moto que j'ai absolument dépoilée, démontée à 100%, que je suis en train de refaire à neuf et qui sera copie conforme de ma moto initiatique de 1985. Ah, extraordinaire. Donc, cette moto est en cours de remontage. Ça me coûte un petit peu de temps et un petit peu même d'argent. En cours de remontage, je pense à terminer d'ici 2-3 mois. Et vous savez quoi? Je vais retourner dans le désert avec cette moto. Je vais retourner dans le désert avec cette moto. Je vais repartir, si tout va bien, au mois d'octobre de cette année, au Maroc, dans les dunes de Merzouga, et faire un grand tour au Maroc en moto. Voilà. Il y a un appel irrésistible de votre jeunesse et du passé dans cette expérience et dans la reconstruction à l'identique de la moto et presque du pilote. C'est un beau témoignage et j'ai envie de dire que on va conclure ce podcast avec justement cet appel de l'exotique, du lointain, du désert, et qui montre que quel que soit le moment de la vie, on peut toujours s'organiser pour chercher l'aventure. Vous êtes d'accord avec moi? Ah, tout à fait. Vous savez, des gens des fois disent « Oh, tu as de la chance de faire ça ». Non. C'est pas de la chance, c'est une vraie volonté de faire, de vouloir faire. Quand on a un certain âge, après on peut se retourner, à donner un coup d'œil dans le rétro, comme on dit. On a fait ci, on a fait ça.
Il y a sûrement des fois un petit peu de nostalgie aussi parce que bah voilà, on l'a fait, c'est bien, mais on a encore envie de faire. Et voilà. Et cette envie d'avoir encore envie de faire, elle me pousse parce que merde, on a fait des trucs avant et pourquoi on continuerait pas à en faire? Et il faut en profiter, quoi. Et donc cette histoire de reconstruire une moto 32 ans après, de repartir dans le désert, c'est un clin d'œil du genre je l'ai fait et je vais le refaire, quoi. Se prouver à soi-même qu'on est toujours capable de faire les choses et de continuer à les faire. Absolument. Si vous allez dans les maisons de retraite, le mot qui revient le plus chez les gens, c'est regret. C'est regret. Et à un moment donné où on peut vraiment plus le faire. Donc il faut s'arranger pour ne pas en avoir de regrets et vivre l'instant présent, le carpe diem. Et s'en donner les moyens, effectivement, il n'y a pas de facteur chance, c'est tout simplement une série de décisions et d'investissements et de sacrifices. Voilà. Il faut vraiment se donner les moyens. Alors, on n'a pas besoin des fois de grands moyens. C'est vraiment une volonté de faire et du temps de la réflexion, de la cogitation. Non, il faut avoir envie. Il faut avoir envie. Voilà. Jean-Louis, on vous souhaite de la part de toute l'équipe d'XTEM Moto vraiment un très bon voyage. Ah ben merci en tout cas, et j'ai pris beaucoup de plaisir à faire partager cette passion, et je sais que tous les gens qui sont avides de voyages et de commentaires seront sûrement passionnés par, j'espère en tous les cas, par ce petit podcast, et je leur souhaite en tous les cas les plus belles aventures du monde, hein. Ça c'est évident. Voilà. Merci d'avoir suivi ce podcast. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. À la semaine prochaine, et d'ici là, quelle que soit votre destination, profitez du voyage.